Bonjour à tous, bienvenue sur Radio 22. Aujourd'hui, émission spéciale en exclusivité en partenariat avec Fait et Documents que vous retrouverez tous les mois. Le meilleur du journalisme lancé par Emmanuel Ratier en 1996. Aujourd'hui, on va parler d'Elon Musk, mais aussi de Thierry Breton. Et pour ça, je reçois Pierre Debrague, directeur de la publication de la lettre d'information confidentielle Fait et Documents. Bonjour Pierre. Bonjour Marcel et bonjour à tous tes téléspectateurs, tes internautes plutôt. Oui, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en plus qui s'intéressent à Fait Documents. Alors Pierre, le numéro 535 que j'ai ici et 536 de novembre 2024 dresse le portrait du milliardaire le plus riche du monde, Elon Musk, et franchement, c'est succulent. Alors moi, j'ai adoré, on apprend énormément de choses, on comprend mieux le personnage, et nous allons tenter de croiser ce portrait avec celui de Thierry Breton, le numéro 537. Alors, je ne crois pas qu'on va réussir à les réconcilier dans ce portrait croisé, mais par contre, abonnez-vous à Fait et Documents pour avoir tous les éléments, c'est très important. Moi, je vous dis, je suis abonné, voilà, j'en ai une partie ici, il faut s'abonner parce que c'est le vrai journalisme, il est là, Pierre, on est d'accord que depuis 1996, Emmanuel Ratier a fait un boulot de dingue. Oui, pour les néophytes, on peut représenter la lettre, effectivement, parce qu'on appelle ça une lettre et pas un journal, pas un hebdo. Emmanuel Ratier en 1996, dans la droite ligne d'Henri Coston, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de filiation. Et on va dire que dans l'esprit d'Emmanuel Ratier, c'était une lettre confidentielle d'information voilà, à destination des gens qui veulent creuser la question des réseaux politiques au sens large, notamment en France. Et puis là, on essaye d'élargir à l'international, hein, voilà, de prolonger le travail d'Emmanuel Ratier, de l'actualiser. Et donc l'idée, c'était effectivement tous les 15 jours à l'époque de retrouver un maximum d'informations plus ou moins passées sous le boisseau des médias traditionnels, officiels, mainstream, et de les mettre en avant dans une optique, on va dire, de dévoilement d'un certain pouvoir profond. Voilà. Ça va de portraits plus traditionnels des politiciens, on va dire, plus ancrés, à des groupes d'influence comme le Club Le Siècle. Hein. On sait qu'Emmanuel Ratier a beaucoup travaillé sur le Club Le Siècle. Et puis aujourd'hui, nous, on travaille effectivement ces derniers temps sur des personnalités internationales comme Elon Musk, dont on va parler aujourd'hui, mais on a travaillé aussi récemment sur Juan Branco. Le prochain numéro, petit teasing, concernera une personnalité française qui incline à se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Et voilà, l'idée, c'est de faire des biographies politiques synthétiques, relativement exhaustives, qui mettent en avant on va dire des détails et des angles que vous ne retrouverez pas ailleurs. Oui, parce que alors c'est pas parce que bon, on a l'impression que ce serait que des portraits, mais c'est pas du tout que des portraits. Il y a le portrait, mais il y a aussi des enquêtes, l'actualité dans Fait et Documents. Oui, aujourd'hui, donc les numéros, là, les derniers numéros, effectivement, reprennent souvent la formule portrait, enquête, actualité, mais rien n'est fiche dans le marbre. Et parfois, on peut effectivement consacrer tout un numéro à une enquête, comme on a fait par exemple sur la destruction de la famille. On a sorti 2 numéros sur l'actualité de la destruction de la famille, avec voilà, mise à jour des réseaux féministes, des réseaux LGBT à l'œuvre. Et parfois, effectivement, il y a eu des grandes enquêtes dans ces documents, l'affaire Epstein, etc. Et voilà, donc on a quand même, on va dire, différents aspects du journalisme qui se croisent. Et donc voilà, les portraits, les biographies, les enquêtes, les petites news, souvent percutantes, voilà, qu'on essaye de propager de plus en plus sur X notamment. Alors, écoutez, moi, ce que je peux dire aux auditeurs, c'est vraiment abonnez-vous à Fait et Documents. Le lien est sous la vidéo. Vraiment, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Alors, on va commencer. Pierre, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'enfance d'Elon Musk, qui n'est pas une enfance forcément joyeuse? Ah, alors tu veux qu'on commence par l'enfance d'Elon Musk, parce que on va le faire, Marcel, il n'y a pas de problème. Ce que je voulais dire, moi, à tes auditeurs, c'est qu'il y a plusieurs interprétations
d'Elon Musk, plusieurs manières d'aborder le personnage Elon Musk. C'est-à-dire qu'il y a l'interprétation première et primaire, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'homme le plus riche du monde, devant, selon les classements officiels, Forbes, devant Bernard Arnault et Jeff Bezos. Et je pense que, comment dire, c'est avéré, il est aujourd'hui considéré comme l'homme le plus riche de l'histoire, avec une fortune, on va dire, estimée à environ 400 milliards de dollars, puisque ça fluctue, avec, je crois, un pic proche des 500 milliards de dollars en décembre 2024. Après, là, ces derniers mois, effectivement, on a assisté à une petite baisse tendancielle, petite chute des actions Tesla. Bon, ça se joue, après, c'est des histoires de milliards de dollars, donc si tu veux, on est des échelles. Enfin, Mais oui, ça fait quelques années qu'Elon Musk caracole en tête du classement des hommes les plus riches du monde. Et je te dis là, voilà, l'homme le plus riche de l'histoire. Donc c'est quand même, déjà rien que ça pose quand même le personnage. Ensuite, il y a un deuxième niveau sur Elon Musk qui consiste à en faire la figure de proue d'un nouveau modèle industriel. C'est ça aussi qu'on met en avant, enfin que les médias mettent en avant, c'est le fait que voilà, ils viennent de la production industrielle, et qui soit un créateur de ce point de vue-là, un ingénieur, et qu'il ait créé un modèle qui lui est propre, qui fait suite à ce qu'on appelle le Fordisme, tu sais, et le Toyotisme. Il y a une nouvelle révolution industrielle avec Elon Musk, et c'est ce que les spécialistes appellent le Teslisme. Et le Teslisme, c'est des nouveaux codes industriels qui sont fondés sur des nouvelles valeurs. C'est un système d'organisation et de production, si tu veux, et qui érige principalement la vitesse, l'expérimentation et la responsabilisation en valeur primordiale, et avec une plus-value qu'on considère comme de manière inédite avec Elon Musk. Et le Teslisme, c'est ce que les spécialistes appellent une capacité disruptive, c'est-à-dire qu'Elon Musk a une capacité disruptive, on va dire, sur les marchés financiers, notamment par rapport à son influence, parce que c'est le plus gros influenceur du monde. Oui, oui. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent aussi, tu vois. C'est pas simplement un milliardaire un peu fantasque. Et il a une capacité de déstabilisation des marchés financiers en un tweet, tu vois. Il suffit il fasse une sortie principalement sur X, et il peut faire chuter une action, il peut complètement révolutionner l'économie, quoi, l'économie et la finance. Donc déjà, ça pose aussi l'impact du personnage. Et puis le troisième niveau, qui est beaucoup moins abordé par les médias, ou en tout cas, on va dire de manière un peu critique, c'est l'implication politique d'Elon Musk. Donc, c'est un milliardaire, c'est un industriel, mais de plus en plus, et en fait on le révèle dans Fait et Documents, on en parlera toi et moi dans l'interview, c'est quelqu'un qui est engagé en politique, qui est impliqué en politique, et peut-être à un niveau qu'on a encore du mal à appréhender. Ça sera peut-être tout l'objet de la discussion. Donc maintenant, si tu veux revenir sur l'enfance d'Elon Musk, c'est biographe, parce que quand on travaille, nous, sur les portraits, on essaye de balayer au maximum les écrits qui concernent le personnage. Et donc, ça peut être les portraits dans la presse, ça peut être maintenant de plus en plus les vidéos, même. Et puis, ça peut être effectivement les biographies, les livres consacrés à Elon Musk ou d'autres. Et donc, les biographes tendent à présenter Elon Musk enfant comme un solitaire, Oui. un enfant réservé, voire peut-être même un souffre-douleur. Oui. Donc, voilà, ça crée aussi une personnalité, même si c'est quelqu'un qui grandit dans un milieu privilégié, il faut le dire. Notamment, ça c'est la relation qu'il a avec son père, un rapport très difficile avec son père, qui est un personnage assez particulier, mais qui a fait fortune. Son père a fait fortune, bon, sans rentrer dans les détails, son père c'était un ingénieur, mais aussi un pilote, et puis il a fait fortune en achetant une mine d'émeraude en Afrique centrale, et après il est devenu promoteur immobilier, et voilà, et ce qui a permis à Elon Musk de grandir quand même, donc dans un environnement privilégié, où il avait accès très tôt à l'informatique, les voyages, la culture, tu vois. Il a quand même, il vient de ce milieu-là, quoi. C'est un milieu spécifique, avec une enfance un peu spécifique. Il y a aussi un trait un peu particulier qui est son autisme revendiqué. Oui. Alors ça, il y a que lui qui l'a dit. Il l'a révélé il y a quelques années. Là, je crois que c'était chez Joe Rogan d'ailleurs. C'est pas forcément dans ses biographies officielles, mais lui revendique être autiste Asperger. Alors est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est pour Mais bon, tout ça, ça dessine effectivement une jeunesse, une personnalité, et
puis ça constitue ensuite son parcours. Après, ce qu'on peut dire d'autre, c'est, je disais, son rapport difficile à son père, un rapport difficile à son père qui s'est C'est un construit. père violent quand même, c'est un père violent. Voilà, Il son père, l'avouera d'ailleurs, même, il l'avouera lui-même que c'est un père qui était violent. voilà, C'est une famille très nombreuse aussi, à ce côté-là aussi, famille très oui, oui, oui. nombreuse. Mais en fait, son père c'est un peu le nouveau riche vulgaire qui semble, qui se sent tout puissant, voilà, voilà, qui est effectivement violent avec ses enfants et principalement avec Elon Musk, violent avec sa femme. D'ailleurs, ils vont divorcer, la mère d'Elon Musk. Et du coup, Elon Musk semble s'être construit un peu en opposition avec la figure de son père et plutôt en se rapprochant. Alors ça, c'est pas forcément des choses qui sont souvent dites dans les médias non plus, mais nous, on le met en valeur dans le portrait, plutôt en se rapprochant de ses grands-parents maternels. C'est-à-dire que les grands-parents du côté de sa mère semblent avoir été des figures importantes dans sa constitution humaine et psychologique, dans le sens où c'était des personnalités assez justement créatives, originales. Euh, Tu vois, c'était des épris de liberté, donc certainement un peu hippie, touche à tout. Tu vois, ils ont fait de l'archéologie, ils étaient chiropracteurs. À la base, c'est des Oui, Canadiens. Enfin, tu vois, c'est les premiers, ouais. ils ont voyagé. Il y a tout un tas de choses comme ça. Apparemment, Elon Musk s'est plutôt raccroché à la figure de son grand-père maternel qu'à celle de son père, on va dire, pour se trouver un modèle au niveau de sa famille et des adultes, quoi. Mais si on veut comparer d'ailleurs, parce que c'est un portrait croisé avec Thierry Breton, ça n'a rien à voir. Même si on Alors, peut trouver des similitudes, on va le voir après, on peut trouver des similitudes, mais en tout cas, l'enfance n'est pas la même, le parcours n'est pas le même. Alors, c'est intéressant de mettre Thierry Breton et Elon Musk en miroir, en portrait croisé, comme tu le dis. C'est ce qu'on a fait avec Face Document, puisqu'on a d'abord consacré 2 numéros à Elon Musk, et le numéro d'après était effectivement consacré à Thierry Breton. Et on l'a fait sciemment parce que les deux se renvoient la balle, et en fait, Thierry Breton est je dirais, le némésis de ce côté-ci de l'Atlantique d'Elon Musk. D'ailleurs, on l'a vu, c'était lui la figure de proue de la lutte anti-Musk en Europe. Hein. C'est lui qui montait au créneau sempiternellement dans les médias. Dès qu'il pouvait lâcher une offensive contre Elon Musk, il le faisait. Il a fait pression au sein de l'Union européenne à l'époque où il était commissaire européen pour bloquer la plupart de ses projets. On sait qu'il a taxé Elon Musk d'ingérence quand Elon Musk s'intéressait aux À émeutes. l'Allemagne. Oui, aux émeutes en Grande-Bretagne et Oui. effectivement à la politique allemande, et qu'il a commencé à connecter avec l'AfD. Et c'était assez truculent de constater que Thierry Breton donc insultait, diffamait Elon Musk en le taxant d'agent extérieur, tu vois, alors que Thierry Breton, par sa Lui-même. biographie, est en fait le plus grand agent Oui. extérieur qui Oui. soit. C'est un agent américain de A à Z, et ça c'est intéressant de le relever dans son portrait. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux Amériques qui s'affrontent. Et en fait, Thierry Breton est le représentant de ce qu'on appelle l'establishment, c'est-à-dire de l'ancienne Amérique, on va dire, des anciens réseaux de pouvoir américains. Donc Thierry Breton en est le représentant en Europe, et Elon Musk est voilà, le personnage majeur de cette nouvelle Amérique dominante qui justement se fonde en opposition à l'establishment. Et c'est pour ça qu'il y a ce clash entre eux, hein, cette guerre. Mais bon, si tu veux, on le découvre aussi dans le portrait. C'est pas exactement le même niveau, parce que d'un côté, on a un milliardaire, l'homme le plus riche de l'histoire, qui est peut-être au sommet de la pyramide du pouvoir et de l'administration américaine. Et de l'autre côté, on a effectivement un millionnaire. Il faut dire que Thierry Breton est un millionnaire, mais bon, c'est quand même la catégorie en dessous. Et qui lui est plutôt en phase de décrépitude, parce qu'il n'est même plus commissaire européen, donc il a de moins en moins de prérogatives, mais il est toujours au grillage à aboyer. Alors, si tu veux décrire en 2 mots la jeunesse de Thierry Breton, lui, c'est le fils d'un ponte de l'industrie atomique française, industrie d'État, mais qui justement grandit
comment dire, avec une forte influence américaine, puisque le père de Thierry Breton va enseigner aux États-Unis. Et donc, C'est Denis Breton, oui, Denis Breton. Breton, et c'est vraiment un ponte dans le nucléaire, tu vois. Et en fait, Thierry Breton va grandir avec cette culture américaine, ces réseaux américains, jusqu'à, et ça c'est un fait très important qu'on révèle et que vous ne retrouverez pas ailleurs, jusqu'à devenir très tôt ami avec Bill Gates. C'est-à-dire que dès le début des années 80, Thierry Breton rencontre Bill Gates et crée une amitié avec lui qui va se perpétuer à travers les décennies et qui jusqu'à faire du business ensemble, notamment par le rachat de Boule, dont on parlera peut-être. Et ça, par exemple, c'est une information qu'on a trouvée grâce au travail d'archiviste d'Emmanuel Ratier. C'est-à-dire que cette amitié ancienne avec Bill Gates, on l'a retrouvée dans une petite coupure de presse suisse des années 90, tu vois. Et personne, tu retrouves pas ça sur Wikipédia, tu retrouves pas ça dans les autres travaux sur Thierry Breton. Or, c'est, à mon avis, assez essentiel et assez emblématique, tu vois, de l'équipe dans laquelle est Thierry Breton. Thierry Breton, c'est d'abord Denis Breton. Parce que, avant que Thierry Breton soit américain, son père était vraiment, pour le coup, parce que c'est pas n'importe qui, c'est lui qui a la mise au point de la bombe H, donc la bombe H française, avec les premiers essais en 1968 dans le Pacifique, qui l'aide aussi. On voit que c'est pas du tout pareil, parce que Musk, lui, il code tout seul dans sa chambre. Oui. Thierry Breton, lui, il va aux États-Unis grâce à ses parents et évite aussi le service militaire. On sent que c'est pas la même, quoi. Oui, c'est deux parcours effectivement différents. Et comme tu le dis, Musk, bien qu'il vienne d'un environnement privilégié, comme on le disait tout à l'heure, a quand même ce côté un peu autodidacte, malgré tout. Et comme tu le dis, c'est un peu le côté autiste à coder tout seul dans sa chambre. Et il y a un peu ce côté self-made man chez lui, même si il a pu bénéficier peut-être d'un soutien financier de son père à certains moments. C'est Elon Musk, on va dire, de lui-même qui décide de quitter l'Afrique du Sud, d'aller étudier aux États-Unis à la fin de ses études secondaires. Et donc, en fait, il avait en lui cette volonté d'aller là où la créativité est la plus présente. Oui. Voilà. Il avait ce rêve en lui et c'est pas quelque chose qui vient de quelqu'un d'autre, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors que Thierry Breton, effectivement, il est plus dans un sillon et un carcan d'oligarchie française liée au réseau américain, et finalement, il en est jamais vraiment sorti, quoi. Il y a quelque chose de frappant chez Elon Musk, c'est un visionnaire, quelqu'un qui pense sur le long terme avec des projets comme SpaceX pour coloniser Mars, Neuralink pour transformer l'humanité, contrairement au président actuel qui sont limités dans des mandats de quelques années. Musk, lui, il a une vision sur des décennies. Parce qu'on le voit avec Trump. Trump, même si au début on imagine qu'ils sont tous les deux qui rêvent de l'Amérique de demain, Musk voit loin, Trump voit loin, mais dans les faits, Trump, il a 4 ans. Donc, il y a la réalité objective. Alors, dans les faits, Trump a 4 ans et en plus, il a 80 ans. Donc, si tu veux, il joue un peu sa dernière chanson, quoi. Il chante un peu sa dernière chanson. Alors que Musk peuvent plus facilement, effectivement, se projeter sur le long terme. Mais il y a une vraie différence de fond entre. Alors, il y a des vraies accointances entre la vision profonde d'Elon Musk et celle de Donald Trump, mais il y a aussi une vraie divergence de fond, dans le sens où effectivement Musk a, en tout cas de manière plus affirmée, comme tu l'as suggéré juste avant, une vision civilisationnelle. C'est-à-dire que Musk, il se veut effectivement le garant d'une certaine destinée pour l'humanité. Je veux dire, bon, ça peut être un peu surprenant, mais c'est réellement, quand on étudie ses déclarations, ses travaux, voilà. Oui, il dit sur Twitter le 27 octobre 2022,
j'ai acheté Twitter pour essayer d'aider l'humanité. C'est vraiment... Oui, toutes ces entreprises, en fait, toutes ces Ouais, entreprises fonctionnent sur ce même modèle, sur ouais. le même mode, c'est-à-dire le mode de je veux changer le monde. Et plus profondément, de manière plus aiguisée, Musk, c'est quelqu'un qui a un projet civilisationnel planétaire. C'est-à-dire effectivement, alors ça c'est son côté peut-être SF, mais il se voit un peu comme un guide pour l'humanité, une humanité qui serait hantée par l'idée d'extinction, parce que lui il parle énormément de la question démographique. Et c'est fondamental, si tu veux, dans sa constitution intellectuelle, tu vois, c'est vraiment, c'est la base, quoi. Et pour lui, il veut lutter effectivement contre la dépopulation. Et c'est pour C'est ça, vraiment quelque notamment. chose qui lui fait peur, ça. Oui, 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 mais c'est pour ça qu'il veut coloniser Mars aussi. C'est pour poursuivre l'épopée humaine, tu vois, se donner les moyens à l'humanité de poursuivre son épopée. Et lui, il se sent la mission, la responsabilité encore une fois, de guider les populations humaines vers cette destinée-là. Et ça, si tu veux, ça donne une direction à tout ce qu'il fait, en fait. Ça oriente toutes ses actions, toutes ses pensées, toutes ses déclarations et toutes ses entreprises. Et effectivement, tu l'as dit, Neuralink, c'est pour optimiser l'humain, SpaceX, c'est pour coloniser Mars, Tesla, c'est pour réconcilier le progrès, la technique et l'environnement. Bon, il y a The Boring Company dont on parle assez peu, mais qui cherche à faciliter les transports humains, la diffusion, on va dire, de physique de l'humanité. Il y a X au nom de la liberté d'expression. Enfin, il est vraiment dans cette optique, effectivement, de changer le monde. Et je te le dis, il y a cette idée de projet civilisationnel. Alors que chez Trump, en tout cas de manière déclarée, il y a un projet de mutation, à mon avis, pas de révolution, un projet de mutation populiste de l'appareil d'État américain, et notamment de conservation, de transformation du Parti républicain, mais on est sur quelque chose de plus prosaïque chez Trump. Chez Musk, il voit plus loin et Oui, il pense le monde, Trump pense l'Amérique, quelque voilà, part. c'est ça. Et si tu veux, mais en fait, les deux se rejoignent puisque dans leur conception à tous les deux, le monde de demain, c'est l'Amérique. Euh, tu vois. En fait, Musk, on n'a rien à faire du Parti républicain, euh, alors que Trump essaye quand même de conserver des institutions pour tout un tas de choses que tu disais, c'est-à-dire euh, flatter son électorat, faire avec l'inertie des structures politiques américaines, voilà. Alors que Musk, il a un côté beaucoup plus, voilà, plus fonceur. Il a un côté beaucoup plus fonceur. Ce qui se comprend quand on sait la puissance qu'il a, quoi. Voilà. Alors, Elon Musk, c'est un génie, et on parle souvent de Thierry Breton comme un sauveur d'entreprise, comme avec France Télécom, Atos, fleuron du numérique français. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Alors non, Est-ce qu'il sauve vraiment les entreprises? alors ça c'est intéressant. C'est intéressant. Alors c'est oui et non. C'est-à-dire que oui, dans un premier temps, non sur le long terme. C'est-à-dire que Thierry Breton, effectivement, c'est le spécialiste du in and out. C'est-à-dire il rentre, il prend les rênes d'une entreprise en difficulté par une méthode de management à l'américaine qui consiste à principalement faire rentrer des capitaux extérieurs étrangers, principalement américains, comme c'est bizarre, dans ces entreprises, mettre en place une politique de privatisation à moyen terme, ce qui fait qu'effectivement, il arrive à sauver l'équilibre budgétaire des entreprises dans lesquelles il pénètre. Sauf que comment dire, c'est de la politique d'urgence entrepreneuriale à court terme. Et généralement, Thierry Breton part au bout de 2-3 ans de l'entreprise qu'il a soi-disant sauvée. Et puis on apprend finalement avec une méthode un peu, je te dis, un peu brutale, quoi, un peu à Bah, la il y a Mel. les France Télécom, il y a eu tous les suicides, on se rappelle de cette époque. Voilà, et on apprend finalement, généralement dans les 2 ans, on apprend qu'en fait, voilà, l'entreprise est surendettée, qu'elle est encore dans une situation encore pire qu'avant. Mais pendant, on va dire, un espace de 2-3 ans, Thierry Breton a fait bonne figure. Il s'est orné d'une stature de sauveur, de héros, de génie. Et puis
passe d'entreprise en entreprise en faisant ça. Donc effectivement, il a commencé par CGI, puis ensuite CGI qu'il a vendu à IBM, une entreprise informatique française qu'il a vendue à IBM, toujours les grands capitaux américains. Ensuite, il y a eu Bull qu'il a vendu à Packard Bell. Voilà, toujours des entreprises françaises qui sont revendues à des Américains. Thomson qui a été revendu en partie à Bill Gates. Donc et Bill Gates d'ailleurs dira que c'était le meilleur investissement de sa vie. Donc toujours ces bonnes affaires. Et puis après, effectivement, il y a eu France Télécom et plus tard Atos. Et Atos, il est resté quasiment 10 ans à la tête d'Atos, Thierry Breton. Et aujourd'hui, Atos est dans une situation catastrophique au niveau économique, à tel point que l'État français a été obligé de racheter une bonne partie d'Atos récemment. Ouais, en gros, ils sauvent les entreprises avec JP Morgan, Goldman Sachs, McKinsey pour ensuite les privatiser, en fait. Oui, en gros, si on schématise, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il va chercher des investisseurs étrangers. Donc, généralement, je t'ai dit, c'est des grands actionnaires ou des grandes banques. Il privatise, il fait son management à l'américaine et ça produit des redressements spectaculaires, mais qui tiennent jamais sur la durée. Donc, son agenda, il n'est pas français. Son agenda n'est pas français, son agenda est américain et c'est ce que démontre le portrait par tous les détails de son parcours. Et en fait, il est l'agent du capitalisme américain, du capitalisme financier américain. Et c'est là où il y a aussi une opposition avec Elon Musk et les gens qui sont autour de lui. C'est qu'en fait, Elon Musk et les gens qui sont autour de lui, on va dire la nouvelle génération des conservateurs américains, donc on pourrait citer Peter Thiel et d'autres, et Vivek Ramaswamy, effectivement, d'autres milliardaires, la nouvelle génération des milliardaires conservateurs américains, sont effectivement des capitalistes, mais ils représentent un autre versant du capitalisme, c'est-à-dire qu'eux, ils défendent plutôt un capitalisme entrepreneurial, productiviste, qu'ils conceptualisent eux-mêmes le capitalisme de l'excellence, alors que effectivement Thierry Breton représente lui les intérêts du capitalisme financier de Wall Street, spéculatif, qu'on connaît bien, qu'on connaît bien, quoi, tu vois. Et de ce point de vue-là, Thierry Breton, lui, c'était vraiment un intermédiaire avec les grandes banques américaines. C'était un négociateur, en fait. Le vrai, oui. le boulot officieux de Thierry Breton, c'est d'être en fait un négociateur avec les puissances financières américaines. Alors, il se passe un truc important et étonnant, c'est en février 2025, Thierry Breton devient ministre de l'économie et des finances sous Chirac, et il est entouré de gens de la même veine que lui. Alors, il y a les young leaders comme Copé, Sarkozy, bon, on n'a pas besoin d'en dire plus, Christine Lagarde, avocate formée aux États-Unis, collaboratrice de Brzezinski, et en même temps, on est sous Chirac, qui refuse la guerre en Irak, avec Dominique de Villepin et son discours historique devant le Conseil de sécurité de l'ONU le 14 février 2003. Alors, c'est le jour et la nuit dans ce gouvernement. On a Copé, Lagarde, Breton, Sarkozy dans un gouvernement qui s'oppose aux Américains. Alors, comment on explique ça? Ouais, en fait, si on étudie la chronologie, il y a effectivement cette sortie au retentissement international du duo Villepin-Chirac sur la guerre en Irak en 2003. Et bizarrement, via la montée en puissance de Sarkozy, qui est lui aussi, comme on le sait, un agent américain, via sa montée en puissance au niveau politique national en France, s'opère une sorte de retournement, une sorte de revirement qui se cristallise dans le gouvernement de Dominique de Villepin de 2005, qui semble finalement lui avoir été imposé, puisqu'on a le duo Chirac-Villepin qui incarne symboliquement la résistance à une certaine hégémonie, une certaine toute-puissance américaine, et finalement, sous la pression des réseaux, je te dis, incarné principalement par Sarkozy, finalement, on se retrouve Villepin se retrouve avec dans les pattes le gouvernement le plus américain, le plus pro-américain qui soit. Et tu l'as nommé, Thierry Breton, donc agent américain, ministre de l'économie, avec comme adjoint à l'époque Jean-François Copé, tu l'as dit, de la French American Foundation, qui était directement formé, Jean-François Copé, par John Negroponte, qui était, je veux dire, le boss de la CIA à l'époque, tu vois, et Christine Lagarde, qui était donc l'autre assistante de Thierry Breton à l'économie, qui est, comme tu l'as dit, formée par Brzezinski directement.
Donc en fait, on a un trio pro-américain, pro-intérêt du capitalisme américain à la tête de l'économie française en 2005, qui est assez, qui est assez ébouriffante, quoi. Et la majorité du gouvernement Villepin de cette époque est quand même dans cette tonalité. Donc on a l'impression que il a été imposé à Villepin et Chirac, voilà, de remettre les pendules à l'heure au niveau du pro-américanisme, quoi. Et donc C'est là que ça commence, en fait, même en France, vraiment, ça prend, voilà, ça prend racine. Là, ça prend racine, et après, c'est 2007, évidemment, c'est Sarkozy. Sarkozy. Donc là, c'est officiel, tu vois. Mais avec Thierry Breton en tant que ministre de l'économie, d'ailleurs, on a la privatisation de France Télécom, on a la privatisation des autoroutes, qu'on a beaucoup reproché à Dominique de Villepin. Et effectivement, il a sa part de responsabilité, il y a participé parce que quand il s'en justifie, il explique que déjà en 2005, les caisses de l'État étaient vides. C'est-à-dire que là, on est en 2025, c'est la crise. Mais il faut se rendre compte, ça fait 20 ans, c'est la crise au niveau budgétaire en France. Et en fait, Thierry Breton était donc à la manœuvre dans cette optique, effectivement, de redressement de l'État français spectaculaire. C'est pour ça qu'il avait été nommé. Mais le gouvernement de 2005 de Villepin était effectivement très marqué par la franc-maçonnerie aussi. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais Thierry Breton est un franc-maçon. Ouais. Thierry Breton est affilié au Club Le Siècle. Thierry Breton est affilié à l'Institut Aspen, donc ça qui est un cercle lié aux néoconservateurs américains. Et c'est un proche évidemment du Bilderberg aussi. Alors, Pierre, comme ça, un portrait croisé et qu'il faut les faire se rencontrer. Thierry Breton, alors commissaire européen au marché intérieur et au numérique, est à Austin, au Texas, aux côtés d'Elon Musk. Tout est cordial. Musk dit être sur la même longueur d'onde que l'Europe concernant la modération des contenus sur Twitter en lien avec la DSA, le règlement européen pour encadrer les plateformes numériques. Alors à ce moment-là, on est d'accord que tout est beau, tout se passe bien là pour les deux hommes. En tout cas, la première rencontre. Donc cette rencontre date de mai 2022. Donc mai 2022, on est en plein dans le rachat de Twitter, qui était assez rocambolesque, hein, tu sais, qui s'est étendu sur des mois. Alors peut-être d'ailleurs on peut dire un mot en 2 secondes sur Twitter, ce que c'était à l'époque, parce qu'on a un peu oublié, puisque maintenant qu'on a basculé dans l'ère Musk, X, c'est devenu autre chose. Mais Twitter, tu sais, c'est fondé par Jack Dorsey. Jack Dorsey, c'est un peu, c'est la tendance hippie de la Silicon Valley, tu sais. C'est les mecs un peu libertaires, avec un peu marxistes. Bon, marxistes à l'américaine, mais tu vois, ils sont quand même dans cette optique. Et sauf que Twitter, ce qui n'est pas souvent rappelé, c'est que ça n'a jamais été rentable. C'est potentiellement un outil d'influence incroyable. D'ailleurs, c'est pour ça que Musk l'a racheté. Mais ça n'a jamais vraiment été rentable en termes d'entreprise. Et dès 2015, en fait, Jack Dorsey a essayé de vendre Twitter. Sauf que, si tu veux, Wall Street, on va dire pour schématiser, essayait de racheter. Mais Twitter n'a jamais trouvé repreneur. Ni Goldman Sachs, ni Disney, ni Google, ni Microsoft, finalement, n'ont jamais, ça n'a jamais débouché, quoi. Et finalement, au bout d'une grosse négociation qui a duré de longs mois, effectivement, Oui. fin 2022, c'est Elon Musk qui est devenu officiellement le propriétaire de Twitter. Donc, la rencontre dont tu me parles avec Thierry Breton, c'est avant le début. On est dans une période de négociation, à mon avis, Oui. et puis c'est avant le début des hostilités, parce que le vrai début des hostilités entre Thierry Breton et Elon Musk, c'est quand Musk, suite au rachat Twitter, va dévoiler les Twitter Files. Et ça, c'est un gros point de bascule dans leur rapport de force, puisque en dévoilant les Twitter Files, Musk dévoile finalement la censure d'État, la censure opérée par la CIA sur Twitter et aussi sur Facebook. Alors, on dit officiellement que c'est à propos du Covid, mais on va dire politiquement, de manière plus précise, c'était plutôt la censure exercée par la CIA sur ses réseaux sociaux en ce qui concernait Hunter Biden et aussi la censure de Donald Trump, c'est-à-dire effectivement le fait que son compte avait été bloqué. Et c'est plutôt ça qu'ont dévoilé les Twitter Files. Et à partir de ce moment-là, directement, il y a eu une montée en tension entre Elon Musk et Thierry Breton, et même entre Elon Musk et Emmanuel Macron. Puisque
parce que là, c'est pareil, il faut le dire, Emmanuel Macron et Thierry Breton travaillent ensemble depuis longtemps. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, quand Thierry Breton était à la tête d'Atos, Emmanuel Macron était l'un de ses conseillers financiers. Emmanuel Macron a conseillé Thierry Breton pour que Atos rachète notamment Bouygues et Siemens. Donc, si tu veux, ils sont dans la même équipe et dans les mêmes tractations, les mêmes transactions financières depuis 15 ans, Thierry Breton et Emmanuel Macron. Et donc, quand Elon Musk a dévoilé les Twitter Files, les deux sont montés au créneau. Là, on a oublié parce que c'était il y a déjà 3 ans, mais en fait, il y avait eu une rencontre entre Emmanuel Macron et Elon Musk au lendemain du dévoilement des Twitter Files. Tu vois, donc, c'était en coulisses. Mais bon, selon les dires des curieux, ça s'était pas forcément bien passé, puisque Elon Musk leur avait dit, bon, bah, maintenant, c'est moi le propriétaire. Oui. Je fais ce que je veux, tu vois. Donc, en gros, c'était ça, fin de non-recevoir, quoi. Mais en tout cas, il y a ce clash a quand même coûté la place. Est-ce que tu penses, toi, que c'est ce clash entre Thierry Breton et Musk qui a coûté sa place à Thierry Breton? Alors, le départ, Excuse-moi, il a démissionné le 16 septembre 2024, c'est ça? ouais, le départ de Thierry Breton de la Commission européenne, donc d'ailleurs je rappelle qu'il avait été mis en place par Emmanuel Macron, comme je vous dis, c'est une sorte de binôme de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'à la fin de son mandat chez Atos, Thierry Breton est parti avec un parachute doré assez conséquent. Oui, ça va. Très conséquent. Je rappelle, c'est un millionnaire. Et donc c'était en 2019, et donc Macron en a fait son commissaire européen avec comme mission de défendre les intérêts du capitalisme numérique, je dirais euro-atlantique, on va dire comme ça. Et donc le mandat de Thierry Breton au sein de la Commission européenne s'est terminé fin 2024, à mon avis, plus à cause de la relation houleuse qu'il entretenait avec Ursula von der Leyen. Il entretenait une relation très difficile avec Ursula von der Leyen parce que Ursula von der Leyen ne supportait pas justement sa pression, son lobbying, la manière dont il gérait les affaires et surtout von der Leyen de plus en plus, malgré les apparences, s'aligne sur la nouvelle administration américaine. C'est-à-dire qu'elle a bien voulu rencontrer Elon Musk, elle a bien voulu rencontrer les représentants de l'administration américaine. Elle est, on la voit quand même très aux aguets de ce que déclare Donald Trump. Et en fait, c'est à mon avis, c'est ça qui a créé la scission entre von der Leyen et Thierry Breton. Et pourtant, Trump, lui, il la reçoit pas. Non, mais justement, je te dis, je pense qu'elle a la conscience du nouveau rapport de force. Elle a conscience que les intérêts ont changé. Il y a eu un changement de propriétaire aux États-Unis, si tu veux, alors que Thierry Breton, lui, reste lié certainement jusqu'à la fin aux intérêts de l'establishment. Oui, oui, ce que tu veux dire, c'est que quelque part, von der Leyen, elle, par les agissements de Thierry Breton, elle a quand même peur, elle aussi, de se faire virer. Elle a compris le nouveau rapport de force. Tu vois, elle a compris le nouveau rapport de force. Et Thierry Breton, lui, donc, a dû quitter la Commission européenne, alors que Macron voulait voulait le placer au sommet de l'Union européenne. Il voulait lui donner encore plus de prérogatives. Et finalement, par cette affaire, la France a perdu son commissaire européen. Il a été remplacé par Stéphane Séjourné. Et donc, Stéphane Séjourné a été mis en place en tant que commissaire européen, mais avec beaucoup moins de prérogatives que ne l'avait Thierry Breton. Donc, si tu veux, par cette affaire, Emmanuel Macron et la France a perdu son influence au sein de l'Union. Et ça, c'est lié justement à ce basculement aux États-Unis, cette guerre entre la nouvelle administration et l'establishment. Et on voit qu'en s'accrochant au réseau de l'establishment, finalement, la France de Macron est petit à petit en train de perdre sa réelle influence. Bon, alors, Pierre, on a fait le portrait des deux hommes, on les a fait se rencontrer. À la fin, qui c'est qui gagne? C'est Musk. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est deux mondes qui se rencontrent et on en conclut quoi? Moi, je peux pas. Je veux rester sur le factuel. Donc, dans Faits et Documents, on ne fait pas de prospective ou vraiment à minima. On essaye de ne pas se lancer dans des analyses. Donc là, ce que je peux constater actuellement, c'est que
c'est que Thierry Breton est en perte de vitesse, qu'il a de moins en moins de prérogatives. Alors, on a parlé de lui pour le poste de Premier ministre fin 2024, puisque comme il était libre et qu'il fallait vite remplacer Michel Barnier, finalement, évidemment, on sait que c'est François Bayrou qui a pris le poste. Mais voilà, il était quand même un peu dans les noms qui circulaient pour devenir Premier ministre. Mais là, officiellement, Thierry Breton n'a plus de pouvoir réel, tu vois. Alors qu'Elon Musk, bien qu'il y ait eu quelques petites divergences ces derniers temps avec Trump, comme on l'a vu, et puis il a officiellement mis fin au Dodge. Ils se sont réconciliés. Ils se sont réconciliés. Ils se sont réconciliés, mais surtout sur le long terme, Musk est essentiel au nouveau pouvoir américain. Il est essentiel à la superstructure américaine, que ce soit en termes d'intérêt économique, en termes d'intérêt militaire, en termes d'intérêt de communication. Enfin, je te dis, c'est le rouage essentiel de la nouvelle Amérique. Oui, oui. Et d'ailleurs, j'ai oublié de parler de ça, c'est l'importance de l'intelligence artificielle. Et Vladimir Poutine, il le dit, celui qui deviendra le leader de l'intelligence artificielle sera le maître du monde. Et il y a dans ce milieu des milliardaires, on voit tous, il y a une grosse bataille qui joue, ChatGPT, Grok. Il y a aussi cette bataille de l'intelligence artificielle. Et Musk, il y est là-dedans. Alors, comme tu dis, il est là-dedans, mais plus largement, Musk, si tu veux, je te dis, il est un peu partout. Non seulement il est un peu partout, mais il est essentiel, prépondérant, primordial, indispensable au déploiement du nouvel empire américain, dans le sens où ses implications, je te disais, en termes économiques, en termes politiques, en termes de communication, mais aussi en termes militaires, et donc l'intelligence artificielle, c'est en termes technologiques, mais ça peut être évidemment utilisé en termes militaires. C'est-à-dire que les implications supra-technologiques d'Elon Musk, elles sont dans tous les domaines clés oui, c'est vrai. Du déploiement de l'empire américain, en termes géopolitiques aussi, tu vois, il est impliqué aussi sur ces questions-là. Starlink a aussi. Starlink, ça lui permet, mine de rien, ça lui permet de contrôler les communications militaires. On le sait, oui. en Ukraine notamment, tu vois, et il peut faire pression comme ça sur les gouvernements, d'une manière ou d'une autre. Il l'a fait à Gaza aussi. C'est vrai, à Gaza, et il a pour ambition de le déployer un peu partout. Il peut faire pression sur la Chine avec Tesla, parce que c'est le marché, la Chine, c'est le premier marché de Tesla, tu vois, donc c'est une énorme puissance économique. Donc je te disais sur l'Ukraine avec Starlink, il a des liens avec la Russie, alors notamment via l'entremise de Rex Tillerson, on en parle dans le portrait, mais donc il est, je te dis, c'est le plus gros influenceur du monde, mais pas au sens influenceur TikTok, c'est le plus gros influenceur du monde au sens métapolitique. Et donc, si tu veux comparer Thierry Breton et Elon Musk de ce point de vue-là, c'est pas du tout là, ils jouent pas du tout dans la même cour. D'ailleurs, c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt bon signe que ça soit Musk plutôt que ça soit Bill Gates, on va dire. Bah après ça, moi, encore une fois, je veux rester sur le factuel, fait et document, donc je ne donne pas mon avis, je ne fais pas d'analyse, et on donne juste les éléments aux gens qui leur permettent de juger, on va dire, le plus objectivement possible. Mais effectivement, Musk et Bill Gates, ce n'est pas la même vision du monde, ce ne sont pas les mêmes réseaux, bien que effectivement leurs domaines de travail peuvent se croiser, parce qu'ils sont tous impliqués d'une manière ou d'une autre, effectivement. Là, tu citais l'intelligence artificielle, voilà, ça peut faire partie de ces exemples-là. Et surtout, il y a un autre point hyper important, c'est la question spatiale. Il y a le domaine naval, il y a le domaine aérien, il y a le déploiement des troupes terriennes, mais la question spatiale en termes militaires, on va dire dans l'infrastructure géopolitique de demain, elle est primordiale. Et Musk, avec SpaceX, il est au sommet de cette industrie. Et ça va avoir un énorme impact aussi dans les relations internationales de demain. Ça a déjà commencé. Mais écoute, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter concernant ces portraits? Sur Elon Musk, voilà, c'est qu'il faut bien avoir en tête que c'est pas juste un entrepreneur,
c'est pas juste un milliardaire, c'est pas juste un libertarien, même en termes politiques, c'est pas juste un libertarien un peu fantasque. On est face à quelqu'un qui a un projet civilisationnel, un agenda global, qui est assez déterminé. Et c'est plutôt ça qu'il faut avoir en tête, à mon avis. Et c'est en lisant le portrait de Fait et Documents en deux parties consacrées au personnage, je pense qu'on appréhende beaucoup mieux cette dimension, quoi. Voilà, cette dynamique. Ok, Pierre, écoute, cher auditeur, nous arrivons à la fin de cette émission. Je ne vous le répéterai jamais assez. Désabonnez-vous du mainstream, allez vers l'information, la vraie, l'authentique. Elle se trouve dans Faits et Documents depuis 1996. Ne passez pas à côté du réel. Le lien est sous la vidéo. Allez-y, allez-y. Franchement, abonnez-vous. Pierre, c'est 12 numéros par an. Oui, un numéro par mois. C'est abonnement annuel où vous pouvez acheter au numéro aussi, hein. Si vous êtes intéressé par une personnalité en particulier, je te cite les dernières, ça peut être Juan Branco, pour ceux qui s'intéressent à la nouvelle garde politique, ou par exemple notre dernier numéro consacré aux membres justement de l'administration Trump, les principaux secrétaires d'État. Voilà, vous pouvez acheter au numéro aussi. Bon, allez-y, allez-y, hein, abonnez-vous, abonnez-vous, les amis. On se retrouve très bientôt en partenariat avec Faits et Documents sur Radio 22. Merci infiniment, Pierre, pour toutes ces informations ô combien importantes et utiles. Et au revoir à tous. Au revoir, Pierre. C'est moi qui te remercie et bonjour à tes auditeurs. Merci, au revoir à tous.